16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On démarre la semaine avec beaucoup de courage. Il faut du courage le lundi matin pour aller travailler. Mais on va pas parler de ce courage-là, on va parler du courage en amour. Alors ça peut peut-être vous surprendre, ces 2 mots côte à côte. Pourtant le courage, ça vient du latin, cor, C-O-R, qui signifie cœur. Et en effet, le courage se trouve dans notre cœur plus que dans notre tête. Parce que le courage consiste à dépasser ses peurs. Et je pense que si on réfléchit un peu trop avec la tête, on risque fort de ne pas les dépasser, justement, ces peurs. Le courage, c'est une sorte de force intérieure qui permet d'agir en suivant ses convictions et ses intuitions. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends, mon courage. Et en amour, eh bien, oui, il est nécessaire d'agir. Je ne dirais pas que l'amour est un combat, bien sûr, mais tout de même, il faut du courage pour surmonter les difficultés en amour. Il faut du courage pour accepter de rester malgré une infidélité. Il faut du courage pour oser déclarer sa flamme. Et il en faut aussi beaucoup du courage pour renoncer à un amour ou quitter quelqu'un. Et pour ce beau sujet délicat, j'ai choisi Samuel Doc pour inviter, tout simplement parce qu'il a du courage, et ça j'en suis sûre. Et puis, il va pouvoir vous donner des pistes durant ces 2 heures pour vous aider, vous aussi, à avoir du courage, parce que la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a du courage, en général, on est quand même un peu plus heureux dans sa vie. Vous avez envie de réagir, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez envoyer un SMS aussi, vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Merci d'être avec nous, Samuel Doc. Bonjour. Bonjour. Alors écoutez, j'ai de la chance d'être avec vous aujourd'hui puisque je me suis blessé à la main assez gravement hier et je tiens à saluer les équipes médicales du service d'urgence de l'hôpital Bégin, grâce à qui je peux être là avec vous ce matin et pas sur une table d'opération à me faire charcuter la main de tous les côtés. Ils ont été extra et je crois que s'il y a bien des personnes courageuses dans notre pays, ce sont bien nos soignants. Donc sincère salutations à toute cette équipe. Voilà. Je suis assez d'accord. C'est un métier où il faut du courage parce qu'on en rencontre des gens qui vont pas bien, qui sont pas toujours aimables d'ailleurs. Absolument. Ouais. Et pour continuer, sachez que exceptionnellement pour cette petite introduction, j'ai choisi d'écrire un petit texte spécialement pour nos auditeurs et pour vous, Brigitte, un conte philosophique que j'aimerais partager avec vous et qui, à mon avis, suscitera quelques réactions si j'arrive à le lire malgré l'émotion. C'est vous qui l'avez écrit. Absolument, j'ai écrit un petit conte. Je vais essayer de le lire. Alors, j'ai écrit: il était une fois un homme qui voulait faire de la moto parce que depuis longtemps, quelque chose en lui murmurait: tu seras libre. Mais autour de lui, sa famille parlait plus fort que ce murmure. Tu n'y arriveras jamais, tu es trop maladroit, trop gauche. À force d'entendre ces phrases, il finit par les prendre pour des vérités. Il ne doutait plus seulement de la moto, il doutait de lui. Un jour, pourtant, il s'inscrivit. Première moto-école. Et là, non pas l'apprentissage, mais l'humiliation. Une monitrice, violente, instable, qui criait plus qu'elle n'enseignait. Un jour, elle perdit 2 élèves sur la route. Littéralement, il dut rentrer seul. Ce jour-là, l'homme comprit quelque chose. Le courage, ce n'est pas toujours de tenir. Le courage, parfois, c'est de partir. Partir d'un lieu qui vous abîme. Quitter une situation qui confirme les vieilles prophéties. Tu n'y arriveras jamais. Il changea de moto-école pour la moto-école Michel Bizot, au 113 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. Il poussa la porte d'une autre école. Il y rencontra Madi, un moniteur calme, humain, chaleureux, jamais un cri, jamais une humiliation, seulement de la pédagogie et de la confiance. Et cette chose rare, la conviction tranquille que l'autre peut réussir. À force d'être regardé comme capable par Madi, l'homme devint capable. Il obtint son plateau, son permis. Mais le vrai succès n'était pas là. Le vrai succès, c'est d'avoir compris 3 choses. Et j'aimerais vraiment que nos auditeurs nous entendent. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré les discours qui vous diminuent. Le courage, ce n'est pas l'obstination aveugle. C'est savoir quitter ce qui vous détruit. Le courage, c'est aussi choisir les bonnes rencontres. Certaines personnes rallument en vous un feu que d'autres avaient presque éteint. On croit souvent que le courage est héroïque. En réalité, il est relationnel. Il dépend des mots qu'on nous dit et de ceux qu'on choisit enfin de ne plus croire. Et parfois, le courage commence simplement ainsi, en montant sur une moto. Voilà, cet homme, c'était moi. Bien sûr, je sais à quel point vous avez souffert dans la première auto-école. Et c'est vrai que le courage, c'est aussi de renoncer à son rêve qui peut-être pourra reprendre ailleurs, mais pas s'obstiner. Absolument. C'est un très très beau sujet et vous vous en souvenez pas, Samuel Doc, mais c'est vous qui m'aviez dit la dernière fois que peut-être on pourrait parler du courage. Oui. Alors j'ai réfléchi et en effet j'ai vu que
En amour, ça a beaucoup de sens aussi, le courage. Bien sûr. Quitter une relation qui ne nous convient plus, même si financièrement ça va être difficile, même si... Il faut du courage, il faut parfois plus de courage pour partir que pour rester, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis en préparant l'émission, je me disais aussi qu'il faut pas oublier qu'on peut mourir d'aimer dans certains pays et que réussir à aimer, c'est prendre un risque terrible. Il suffit de regarder l'Iran pour se rendre compte qu'on peut mourir d'aimer. Et puis, de façon générale, aimer, c'est prendre le risque d'être abandonné, d'être rejeté. Et c'est aussi parfois le risque de se rencontrer soi-même. C'est-à-dire que je pense à un patient qui a découvert très tardivement ou a enfin ouvert les yeux sur sa sexualité, il s'est rendu compte qu'il préférait les hommes. Voilà, il faut du courage pour cela, pour quitter femme, enfant et se dire je vais aimer celui que je veux aimer. Il faut beaucoup de courage. Il faut peut-être tout simplement du courage pour être soi, pour s'assumer malgré les différences, malgré tout ça. Et puis il faut aussi du courage. Et je crois que c'est Florian qui va témoigner dans un instant. Il faut du courage aujourd'hui pour un homme, pour aller faire sa cour, pour essayer de séduire une femme. C'est certainement plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ans. Absolument, la peur prend une très grande place puisque le moindre geste, c'est vrai, peut être incriminé, rejeté, stigmatisé. Donc oui, je suis bien sûr d'accord avec vous. Et j'ai beaucoup aimé dans votre introduction, Brigitte, le fait que vous interrogiez le rapport entre justement cette question de l'intellect et du corps, du cœur. Parce que nos gestes courageux ont aussi une valeur parce qu'on se rend compte des risques que l'on prend au moment où on les accomplit. Sinon, on est plus dans la témérité que dans le courage. Et ce dialogue-là entre qu'est-ce que je veux faire, qui je veux être, me semble extrêmement important. Extrêmement important. En fait, je crois que ça définit nos existences. On ne vit nos vies que si on ose les vivre. En tout cas, il faut quand même un peu de courage, je pense, et on en parle avec vous, bien sûr, au 0826 300 300, et c'est Florian dans un instant qui va nous parler de sa difficulté justement à aller à déclarer sa flamme. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, vous êtes docteur en psychologie clinique et on parle du courage de déclarer sa flamme. Florian, c'est difficile pour vous, bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour. Moi, ça a toujours été très difficile, ouais. Ça a été vraiment mon point faible. Vous êtes plutôt timide ? Ouais, c'est surtout que j'avais peur du non, en fait. J'ai peur du râteau. Oui. J'ai peur. C'est un manque de confiance en moi, hein, très clairement, mais j'ai peur que ce soit pas réciproque. Oui, enfin, c'est pas tout à fait un manque de confiance en vous, parce que vous avez peut-être confiance en vous pour d'autres choses. Je dirais plus la peur d'être blessé. Parce que c'est blessant. Ouais. C'est blessant, comme vous dites, le râteau. Parce que il y a des femmes qui vont vous dire gentiment merci Florian, mais je ne suis pas libre. Enfin, il y a des femmes. Puis il y a des femmes qui vont être limite agressives. Et ça, c'est blessant quand même. C'est ça. Et ben moi, ça me faisait peur et ça me paralysait complètement. C'est-à-dire, mais ceci dit, même dire à quelqu'un je t'aime, par exemple, oui. Ça m'est déjà arrivé d'être dans des relations. Même ça, j'arrivais pas parce que chez moi, c'est vrai que c'était compliqué. Hein. Moi, personne ne me l'a jamais dit. Voilà. Mes parents, ils l'ont jamais dit non plus entre eux. Oui. C'est un poids, tout ça. Absolument. Florian, vous mettez le doigt tout de suite sur un point important qui est que le courage, ça concerne notre narcissisme, c'est-à-dire notre estime de nous-mêmes et la capacité de porter notre identité. Et ça, je pense que vous l'avez parfaitement saisi, n'est-ce pas ? En tout cas, là, moi je l'ai saisi parce que j'ai fait un travail sur moi-même à ce sujet-là. Voilà. Parce qu'un jour, ça s'est débloqué. Oui. Et c'est vrai que je me suis dit, mais finalement, pourquoi quoi ? Et oui. Qu'est-ce qui a permis que ça se débloque ? En fait, je me suis débloqué parce qu'un jour, j'étais en soirée avec des amis et il y avait une fille qui me plaisait depuis longtemps. Enfin, je la connaissais depuis très longtemps et j'ai jamais osé l'aborder pour toujours les mêmes raisons. Hein. Et un jour, c'était on avait un petit peu bu tout ça et un copain m'a dit vas-y, on fait un pari. Et je voulais pas et finalement, j'y suis allé quand même. Et j'ai remarqué que finalement, elle m'a pas rejeté méchamment. Elle m'a pas du tout jeté méchamment, au contraire, on a même commencé une petite histoire, qui s'est finie très vite, hein, c'est tout, mais et du coup c'est là que je me suis dit, mais finalement, j'en faisais toute une montagne alors que c'est pas. Ouais. À force d'avoir peur, je passais à côté peut-être de super relations, et finalement, même si elle m'avait dit non,
parce que finalement ça a duré une semaine, hein. Mais même si elle m'avait dit non, j'aurais pas été mort quoi derrière. Absolument. Et alors là, vous voyez, vous me donnez l'occasion de donner un petit exercice que je propose à nos auditeurs, si vous êtes d'accord. C'est un exercice de psychologie cognitive. Ce que vous faites dans une première colonne la liste de tout ce qui vous fait peur. Vous y allez franco. Dans la deuxième colonne, la liste de toutes les conséquences de ce que vous croyez être cette peur, même les plus irrationnelles. Et dans la troisième, les tendances à l'évitement, à vous réassurer. Chaque soir, vous prenez une peur de la deuxième colonne et, avant de vous coucher ou autre, en respirant, vous visualisez cette peur jusqu'à ce qu'elle perde son pouvoir d'effroi sur vous. Et vous vous rendrez compte que c'est vraiment une construction psychologique et qu'en réalité, eh bien justement, il n'y a pas de quoi avoir peur. Vous pouvez réapprivoiser en fait la question du risque, la question du rapport à l'autre, en conditionnant votre cerveau à vous y préparer. Vous voyez ? Faut jouer avec ça. Faut jouer avec ça. Et d'ailleurs, on sait que quand on visualise, curieusement, le cerveau change un peu sa manière de voir les choses. Donc ça marche sur les neurosciences, l'ont prouvé. Hein. C'est pas un truc de sorcière. Ça non, marche pas vraiment. du tout. Non, mais voyez ce que je trouve intéressant, Florian, c'est que vous aviez mis en place un scénario qui était quand même beaucoup plus grave que la réalité. Et il a fallu donc qu'un copain vous pousse, vous mette presque, si je puis dire, devant le mur. Hein. Oui, mais c'est ça. Ouais, et ça, c'est intéressant parce que au fond, on peut-être quand on a une peur comme ça et qu'on manque un peu de courage, en parler à un très très bon ami, et puis un ami tout simplement peut nous aider. Voilà, c'était pas son but à lui, mais pour le coup, moi, ça m'a vraiment pas aidé, parce que ce pari, qui finalement, j'ai trouvé ça idiot, ce pari, d'aller voir cette fille, sachant qu'en plus, moi, ça me touchait. Enfin, moi, ça faisait toute une montagne, hein, et moi, j'avais peur, et je me suis dit, je vais encore me prendre un râteau, tout ça. Et finalement, ça m'a vraiment aidé, et malgré lui, il m'a vraiment aidé, cet ami. Mais là, vous voyez, c'est absolument cela, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir jouer avec cette représentation et se projeter en disant « Et si j'avais pris un râteau ? Est-ce que ce serait si grave ? Quelles seraient les conséquences ? Comment est-ce que j'aurais réagi ?» Et vous vous rendrez compte qu'en fait, les ressources, vous les auriez eues. Elle vous aurait mis un râteau, qu'importe, ça arrive, c'est pas grave. Vous voyez ? C'est pas essayer de se rassurer en disant non, tu vas pas prendre de râteau, parce que ça renforce l'angoisse. Les mécanismes de réassurance renforcent l'angoisse. C'est le piège. Mais par contre, se dire « Eh oui, peut-être qu'elle va me rejeter, qu'elle sera... » C'est pas grave, Florian. Et puis j'ajoute en plus que là, je vous écoute, je trouve que vous avez une belle voix, un bel enthousiasme. Portez-le, cet enthousiasme-là que vous nous adressez aujourd'hui dans l'émission. Portez-le, soyez fiers de votre enthousiasme. C'est gentil. Et aujourd'hui, alors, c'est bon, vous savez aller vers une femme ? Disons que c'est pas facile. Alors, aller vers une femme, encore une fois, lui dire je t'aime ou lui faire des grosses déclarations, ça, j'y arrive pas. Non, mais on va pas vers une femme qu'on connaît pas pour lui dire je t'aime, Florian. Vous êtes un peu rapide. Ce que je veux dire, c'est que aller aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu moins peur finalement. Aujourd'hui, j'y vais un peu plus facilement. Très clairement, ça m'a vraiment débloqué, parce que oui, ça pique un peu de se prendre un râteau. Mais finalement, ça ne me tue pas. Et moi, finalement, aujourd'hui, ce qui ne fait pas, c'est le regret de ne pas y aller, quoi. Oui, et il y a une phrase que j'aime bien, qu'on m'a donnée un jour et que j'utilise souvent. De toute façon, vous avez déjà le non, donc vous ne pouvez avoir que le oui. C'est beau ça. Oui. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Il faut vraiment y aller en vous disant, de toute façon, elle va me dire non. Alors, il faut pas y aller en faisant tout pour qu'elle vous dise non, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand on sait qu'on a déjà le non, on ne peut qu'avoir une bonne surprise. Moi, j'avais la même, et c'est oublie que t'as aucune chance et vas-y, fonce. Ah oui, d'accord. Moi, changez ça et dites-vous, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Franchement, des râtons, on s'en est tous pris, Florian. Enfin, je crois, j'espère pas être le seul. Moi, je l'ai pas répété, du coup, depuis que j'ai débloqué ça, parce que c'est vrai que je m'en prenais pas beaucoup dans la mesure où j'allais pas vers les filles, j'allais pas vers les autres. Non, mais déjà, Florian, il y a un petit truc tout simple qui marche. Quand il y a une fille qui vous plaît, vous la regardez, vous lui souriez et vous voyez si elle détourne la tête, vraiment, c'est pas la peine d'y aller. Si elle accepte le regard et qu'elle ne détourne pas la tête d'un geste un peu violent, c'est... Je ne cache pas que ça, c'est dur. Faut prendre le temps. Vous prenez le temps, ne vous précipitez pas pour rendre les choses plus simples, d'échanger, de regarder. Et je suis d'accord avec Brigitte, il y a vraiment une part psychosensorielle, c'est-à-dire que vous voyez ce qui se joue dans le lien. Et pour ça, encore une fois, il faut aller doucement, lentement.
Voilà, prenez ce temps. Il ne faut pas oublier, Florian, que contrairement à ce qu'on croit, le langage ne représente que à peine, je crois, 30% de nos échanges. Hein. Donc, si vous avez si vous apprenez un tout petit peu plus à regarder justement et à laisser votre intuition agir, vous me semblez suffisamment cortiqué pour avoir un peu d'intuition, vous allez éviter quelques râteaux. D'accord, c'est hyper intéressant. Ah ben. Je vous assure, regardez, vous verrez. Alors, c'est vrai que avec le temps, votre intuition, elle se développera. Au début, vous allez peut-être un peu vous tromper de temps en temps, mais avec le temps, votre intuition, elle va se développer et vous saurez plus facilement quand est-ce que vous pouvez y aller avec moins de chances de vous prendre un râteau. Ça ne veut pas dire que vous en prendrez plus, mais et puis en plus, c'est un exercice très intéressant parce que c'est un exercice qui nous apprend à ressentir l'autre. Ah oui. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Quand on sait ressentir l'autre, je vous assure qu'on améliore nos relations humaines énormément. Écoutez, merci pour ça, parce que ça, j'avais pas ces notions-là. Il suffit alors pas fixer la femme, hein, je veux dire juste la regarder et puis voilà, comme on regarde un beau paysage, hein, il y a pas la langue qui pend. Hein. Oui, et puis jouer aussi sur le contexte. Par exemple, si à un moment donné vous êtes en soirée, dites simplement, voilà, est-ce qu'on pourrait se prendre un café à l'occasion, parce que là vous serez dans un cadre qui sera protégé, qui se prêtera peut-être plus à l'intimité, à l'échange, au regard. En soirée, ça peut être plus compliqué de créer cette alcôve dont parle Brigitte. Ouais, donc autorisez-vous. Le courage qui me manquait, ouais. Autorisez-vous. Mais encore une fois, là, dans ce qu'on entend, Florian, et je crois que c'est vraiment important, Samuel nous l'a déjà dit, mais je crois que c'est la première grande réflexion qu'on peut avoir par le courage. Ça dépend beaucoup aussi de son estime de soi, quoi. C'est sûr que plus vous allez renforcer votre estime de vous-même, plus vous allez avoir des expériences positives avec les femmes, à mon avis, plus vous aurez de courage. D'accord, c'est vrai que ce qui manquait, c'est qu'aujourd'hui, justement, j'arrive à un peu plus prendre en compte. Oui. C'est ce déclic-là qui me manquait, que je fais il y a quelques mois, et aujourd'hui, j'arrive un peu plus à aller vers l'autre. Oui, ça s'entend quand vous parlez, et je suis sûr que vous allez rappeler l'émission un jour en disant « Ah bah j'ai écouté vos conseils, et ça y est, ça a marché, je suis en couple, tout va bien. » J'espère que vous le ferez. Et sinon, oui, parce que sinon, sans ça, je serais peut-être passé à côté d'une belle histoire d'amour. Bien sûr. Exactement, mais ça arrive quand l'élève est prêt, le maître arrive, c'est bien connu. Merci beaucoup, Florian, en tout cas, merci beaucoup. Dans un instant, on va parler du Love Conseil. Vous savez, on recherche toujours un partenaire, toujours mieux, notamment sur les sites de rencontres. Et on aura Annie qui va parler d'un autre courage, hein, celui peut-être parfois d'avoir la force de quitter. Oui. On en parle dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 7h Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Samuel Doc, on va parler de ce partenaire qu'on veut et qu'on voudrait toujours mieux. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est assez fréquent aujourd'hui. Hein. On a trouvé un compagnon, une compagne sur Internet. Et pourtant, on ne se désinscrit pas, on continue éventuellement à chercher, hein, comme si le besoin d'avoir quelqu'un pour vivre avec, ça ne suffit pas. Il faut peut-être quand même trouver, entre guillemets, l'être idéal. Alors pourquoi pas continuer à rester inscrit sur un site de rencontre si on est avec quelqu'un et que c'est pas une relation très 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 agréable ou pas. Enfin, en tout cas, on n'y croit pas beaucoup. Mais le désir de trouver quelqu'un d'encore mieux, ce n'est plus un besoin, mais c'est vraiment un désir sans fin et qui peut que faire souffrir. Et je crois que c'est toute la différence entre un projet qui repose sur un vrai désir, hein, le vrai désir de rencontrer quelqu'un, et qui peut être assimilé à un besoin, et le désir du toujours mieux. Et là, le désir du toujours mieux, c'est quelque chose qui ressemble presque à de l'avidité, je trouve. Donc réfléchissez bien dans votre vie. Est-ce que vous savez vous satisfaire de ce que vous avez, ou est-ce que vous auriez tendance à vouloir toujours plus ? Ah oui, et c'est d'autant plus vrai qu'une véritable relation intéressante, amoureuse, elle se construit dans le temps.
on s'est dans la découverte de l'autre, de son étrangeté, de son univers. C'est là que ça devient vraiment porteur dans notre vie. Sinon, c'est que de l'éphémère et c'est une belle image et c'est très esthétique et on projette beaucoup de choses. Et c'est vrai que les applications de rencontres, malheureusement, favorisent cela en disant qu'il existe toujours mieux. Comme si l'autre était un produit et qu'on cherchait le produit idéal. Mais ça marche pas comme ça, les relations humaines. Je suis d'accord avec vous. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment important d'apprendre à construire quelque chose avec quelqu'un, parce que sinon c'est une sorte de course sans fin. Oui. Alors c'est le moment de jouer sur Sud Radio et de peut-être gagner ce cracker corps à corps de la marque Passage du Désir. Alors c'est assez intéressant parce que dans ce cracker il y a 5 accessoires, notamment un rabbit, un plug, des cock rings, du lubrifiant. Enfin bref, c'est encore une fois un package tout à fait pour votre plaisir. Vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS et l'un d'entre vous sera tiré au sort en fin d'émission. Et on retrouve Annie maintenant. Merci d'être avec nous, Annie. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel, et merci de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie, parce que là, vous allez aborder une autre forme de courage, enfin en tout cas d'aspect du courage, puisque vous êtes en couple depuis 8 ans, je crois, hein, c'est ça ? Oui, je suis en couple, oui. Mais nous vivons chacun de notre côté. D'accord. Et vous envisageriez de le quitter, mais vous n'y arrivez pas, hein, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, voilà. Je me sens pas bien. Enfin, le problème, c'est que plus le temps passe et plus je me sens mal, mais j'arrive pas à lui parler, à lui dire ce que je ressens. Et la raison pour laquelle j'arrive pas à lui dire que je voudrais le quitter, c'est parce que c'est une personne qui est très gentille, qui est pleine de bienveillance, mais elle le fait pas. Oui, je comprends. Je sais plus quel proverbe dit qu'on regrette toujours les gens gentils. Donc il y a aussi cette crainte, n'est-ce pas, de regretter votre décision. C'est ça. Oui. Et vous êtes très attaché à lui, en plus. C'est tout à fait ça. Je suis en plus. Le problème, c'est que je suis très attachée à lui, mais je me sens mal. Alors, est-ce que ça vient de moi ? Et est-ce que vous avez peur de vous retrouver seule ? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Mais parce que dans ce que vous dites, c'est complexe parce qu'il y a peut-être des avantages à rester avec. Et puis des inconvénients, et peut-être la question, c'est de faire vraiment le tri entre les avantages et les inconvénients, et de mettre sur la balance le plus et le moins de chaque côté, et voir de quel côté penche la balance, non ? Écoutez, je suis consciente que si je restais avec lui, j'y gagnerais plus, mais vous gagneriez plus, c'est-à-dire ? J'aurais une vie facile, si on se projette, Annie, mettons, demain vous le quittez, vous dites une vie facile, à quoi ressemblerait votre vie selon vous ? En termes, vous iriez dans un appartement, racontez-nous un peu. En quoi elle serait plus difficile ? Voilà, c'est ça, c'est ma question. En quoi ? Disons que je serais seule dans la vie. Mm-hmm. Je serais seule dans la vie. Tout simplement, mais là le problème c'est que voilà, nous habitons chacun de notre côté, je suis à 65 km de lui, j'en peux plus de porter tous ces sacs, de trimballer tous ces sacs, et puis le problème aussi c'est que c'est une personne qui boit, et qui ne fait rien, enfin on fait rien, qui ne fait rien de la journée, qui ne veut rien faire. Qui ne bouge pas. Je comprends. Donc en fait, c'est presque comme si vous étiez déjà un peu séparés, malgré cet attachement. Il y a déjà une séparation géographique, 65 km, c'est pas rien. Séparation dans les conduites, puisqu'il a manifestement des difficultés qu'il n'a pas résolues. Donc il y a déjà des éléments de séparation. Mais je comprends pas comment vous pouvez dire que c'est quelqu'un de gentil, parce que visiblement c'est pas quelqu'un de gentil, parce qu'il s'intéresse pas à vos difficultés. Mais il s'en rend pas compte. Ah bah oui, donc mais d'accord, mais enfin à un moment donné, vous voyez Annie, vous êtes en train de vous voiler la face là quand même. Et puis j'ai peur de lui faire du mal. J'ai peur de le rendre malheureux. Pourquoi ? De partir. Oui. Mais est-ce que c'est mieux de vous rendre malheureuse, vous ? Je sais, c'est le cas. Non, vous voyez là, je crois que
y a autre chose derrière tout ça. Moi, je pense que vous n'êtes pas assez lucide sur vous-même. Je pense qu'il y a une vraie peur de vous retrouver seul, une peur de lâcher quelque chose qui depuis 8 ans vous permet de tenir. Et je pense que c'est ça la difficulté. Je pense que au fond, là, on voit bien, dès que vous en parlez un petit peu, vous nous donnez que des points négatifs. Donc, je vois pas très bien quel avantage vous avez à rester dans cette relation. Mais prendre le courage en fait, la difficulté souvent, c'est de quitter des habitudes. Absolument. Et je crois que c'est ça, déjà, le début du courage. C'est accepter de sauter un peu dans le vide, au fond. Oui, des habitudes et une certaine représentation de nous-mêmes et de notre vie. C'est-à-dire se dire, ok, là, j'essaye quelque chose de nouveau, je prends un risque, celui de changer les mythologies que j'ai construit. Donc là, vous allez devoir peut-être prendre des risques, Annie, pour pouvoir être libre. C'est certain. Et la peur de le faire souffrir, je veux dire, ça n'a pas de sens, parce que moi, je vais même être assez méchante, mais avec lui, pas avec vous, rassurez-vous. Mais à mon avis, vous allez le quitter, et puis il va vite retrouver quelqu'un d'autre. Ah, mais ça, je le sais aussi, mais c'est sur le coup. Mais c'est ce que je me dis, il finira par rencontrer quelqu'un d'autre. Mais il a tout le profil de quelqu'un qui, de toute façon, c'est vous ou c'est une autre. C'est pas, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui serait vraiment attaché à vous. Il se rendrait compte que vous avez des difficultés dans votre vie. Non, il s'en rend pas compte. Bah oui, ça montre bien son égocentrisme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que vous êtes son objet actuel, et puis si cet objet s'en va, il en trouvera un autre. Vous voyez, vous n'êtes pas sujet. Oui. Vous comprenez? Je sais aussi ça. Bon, et à un moment donné, on peut pas accepter de rester objet. C'est là où il faut du courage. Voilà. Et c'est là où il faut le courage d'être soi et d'être sujet. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, je comprends, oui. Si on va encore plus loin dans l'analyse de ce que vous dit Brigitte, ce que je trouve évidemment extrêmement pertinent, en réalité, vous l'avez déjà perdu, d'une certaine manière. Il est déjà pas là. Il est déjà dans ses problèmes. Il est déjà égaré, puisque l'angoisse que vous avez montre bien que vous n'avez pas acquis cette sécurité, cet objet dont parle Brigitte. La perte a déjà eu lieu. C'est ça qui est très fort dans ce que vous dit Brigitte. En réalité, on assume une séparation, mais qui existe déjà. Vous ne vivez pas ensemble, vous êtes à 65 km, vous n'êtes pas heureuse. Mais nous ne vivons pas ensemble, c'est moi qui ne veux pas vivre avec lui. Ça montre bien que c'est pas votre partenaire. Vous comprenez bien. Si vous voulez pas vivre avec lui, vous avez au moins eu ce courage-là de respecter votre liberté. Oui, et puis pour d'autres choses aussi, je m'occupe de mes petits-enfants et j'ai mon appartement qui est près de ma fille, enfin bon. Ah, mais alors attention, parce que ça c'est encore autre chose. Ça veut peut-être dire que vous avez un certain confort à votre manière et que vous osez peut-être pas non plus prendre le risque d'aller plus loin que ce confort, de perdre ce confort pour construire autre chose, n'est-ce pas? Attention au confort. Non, je le vois pas. Enfin, pour moi, c'est pas du confort. Ah bon? Parce que là, vous nous dites que vous vivez proche de votre fille, de vos petits-enfants, bon. Oui. Vous avez préféré garder la famille plutôt que de vous investir dans une relation. Voilà, merci. Et c'est peut-être ça qui fait que la relation, à un moment donné, ne fonctionne pas. C'est peut-être pour ça qu'il vous a un petit peu mis de côté, parce que vous n'avez pas accepté de rentrer dans une vraie relation. C'est certain que le fait de se voir une fois de temps en temps, ça n'arrange pas les choses. Oui, mais là, il faut prendre aussi votre responsabilité. C'est pas que lui, à ce moment-là, qui est fautif si la relation est bancale. Vous voyez? Donc c'est compliqué, parce que vous racontez un peu les choses comme ça vous arrange, Annie. Oui. Je suis désolée, moi je suis obligée toujours d'être... Oui, non, mais oui, je vous remercie de... Mais en tout cas, dans ce que vous nous racontez, vous n'êtes plus du tout avec des sentiments pour cet homme. Vous ne l'admirez plus, vous le méprisez même un petit peu. Donc qu'est-ce que vous avez à perdre de le quitter? Vous ne m'avez pas donné une seule raison valable, parce que la peur de le faire souffrir, elle n'est pas valable. Financièrement, ça n'a pas l'air d'être un drame pour vous de le quitter. Donc qu'est-ce qui vous empêche de le quitter? J'ai pas la force.
Oui, non, pourquoi mais ça, pourquoi ça veut rien dire, ça, j'ai pas la force. Parce que j'ai pas la force de lui dire. Vous lui écrivez, vous lui envoyez une lettre. Mais c'est ce que je me dis aussi, que je vais lui écrire. Vous lui écrivez, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est juste ça, parce que vous n'avez pas la force, c'est pas... Il n'y a pas besoin d'une force terrible. Vous seriez mariés avec des enfants, habitant ensemble, etc. Oui, là, il faut un peu de force pour partir, mais pas dans votre cas, vous êtes chez vous. Vous nous avez pas dit, Annie, depuis combien de temps vous êtes avec lui? 8 ans. 8 ans. Ah oui, 8 ans. Et quel âge vous avez? 62 ans. Bon, moi, ce que je vous propose, Annie, de manière concrète, vous allez écrire la lettre. Et puis, vous allez la laisser décanter quelques jours, et vous verrez si vous avez envie de l'envoyer ou pas. Mais au moins, écrivez la lettre. Déjà, vous aurez pris cette force-là de l'écrire. D'accord? C'est ce que j'avais l'intention de faire. Bon, et faites-le. Ok? Merci, Annie. Merci beaucoup, Annie. Merci. On fait une petite pause et on retrouve Julie qui sera avec nous dans un instant. Et justement, le courage, elle va en parler dans un instant. Mais elle avait aussi de la culpabilité. Elle nous raconte tout ça. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Samuel Doc aujourd'hui. Vous êtes docteur en psychopathologie clinique, vous êtes psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages, et notamment L'enfant thérapeute aux éditions Plomb, où vous racontez votre propre enfance avec toutes les horreurs que vous avez traversées. Et bravo, et quel courage pour arriver à être ce que vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais c'est sincère et vous le savez. Julie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Julie. Alors c'est intéressant parce que là, votre témoignage, vous avez eu le courage de divorcer. Oui, c'est bien ça. Et en même temps, il y a la culpabilité qui va de pair. Et ça, c'est très très intéressant parce que forcément, quand on a été marié et qu'on divorce, on se sent un peu coupable parce que finalement, quand on se marie, c'est quand même une part de nous pour la vie. Exactement. En fait, je comprends la notion de courage seulement maintenant après 8 ans. Sur le coup, quand je me suis séparée, il y a 8 ans que j'ai pris la décision, les personnes me disaient « Ah, tu sais, c'est courageux » et je comprenais pas cette notion de courage parce que moi, je me sentais lâche. Je trouvais que c'était une fuite et que du coup, je me sentais très... Et je me disais, mais en fait, finalement, où est le courage puisque je n'ose pas affronter quelque chose qui a une situation un peu compliquée. Si je suis mariée, c'est pour le meilleur, pour le pire. J'avais aussi ces dictates d'éducation. Oui. Donc, j'avais pas du tout cette notion de courage. Moi, je la comprenais pas trop, finalement. Oui, parce que vous aviez l'impression que vous fuyiez quelque chose qui ne vous convenait plus, plutôt que... Mais il faut du courage pour fuir justement une relation maritale. Parce que il faut se dégager d'un lien qu'on a fait, qui est en plus sociétal. Hein, donc il y a le regard des autres, il y a tout ça. Oui, ça c'était. Et puis les enfants aussi. Absolument. Parce on casse un peu leur cadre de famille et on doit assumer aussi tout ça. Donc c'est maintenant aujourd'hui, avec le temps que je comprends. Après, je trouvais que le mot courage était un peu utilisé à toutes les sauces. Maintenant, je supporte plus dire à quelqu'un, par exemple, pour lui dire bonne journée ou à une caisse, lui dire bon courage parce que j'ai pas cette notion de. Alors, donc, il faut du courage, Julie. C'est vrai. Moi, je pense que franchement qu'il faut du courage pour divorcer quand même. Et en même temps, si vous avez un peu de culpabilité, etc., j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Julie. Ça veut dire que vous avez quand même une bonne morale et une bonne éthique. Et ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que vous êtes une belle personne. Ah, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est des passages où je pense le courage, on a des hauts et des bas. Je pense que même si on a le courage de quitter, après il faut plusieurs phases où il y a tous les jours, il faut avoir un peu de courage pour aller de l'avant, pour affronter le regard des autres. Et on l'a pas tous les jours. Il y a des jours où on se réveille avec une petite force en plus et avec le courage d'affronter un élément. Mais il y a des jours où on a l'impression que tout est trop compliqué et on n'a pas le courage. Mais culpabilité parce que vous avez des nouvelles de votre ex-conjoint et qui va pas bien? Pourquoi cette culpabilité? Alors parce que je pense que c'était surtout parce que on avait un cadre de vie
agréable, et que je pense que extérieurement, c'était surtout la vie des gens qui ne comprenaient pas, et que je voyais que je désorientais beaucoup mes enfants. Il y a 2 de mes enfants qui ont eu du mal à prendre contact avec moi, parce que pour eux, j'avais cassé la structure, et que ils avaient peut-être eu l'impression de grandir dans un mensonge, et ils comprenaient pas pourquoi. Mais dans ce cas-là, ils le comprennent avec le recul. Dans ce cas-là, c'est au-delà de la culpabilité, ce que vous décrivez. Ça veut dire que, enfin, peut-être qu'il y avait un sentiment de culpabilité, mais que vous vous êtes aussi questionné sur un potentiel regret, et c'est bien normal. C'est-à-dire, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que j'y laisse? Ah oui, non, mais voilà. C'est pour ça que je dis que la notion de courage. Mais Julie, quand vous faites le choix de divorcer, qu'est-ce qui fait que ça n'était plus possible de rester? Parce que je sentais trop de poids sur mes épaules, je gérais beaucoup de choses, je me sentais pas épanouie, j'avais besoin d'intimité qu'il n'y avait plus dans le couple, je sentais qu'il y avait toujours une sorte d'irascibilité en moi, j'étais toujours à regarder ce que ça faisait combien de temps que vous ressentiez ça? Oh, je pense que ça faisait manquer de courage avant d'avoir plus de courage. Non, c'est pas. Je vais vous dire une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Vous ressentiez ça. Alors voilà. Ah oui. Donc là, on est vraiment dans un cas que moi je trouve formidable et que la psychanalyse démontre bien. Vous aviez 2 choix. Vous aviez le courage de rester avec la culpabilité de ne pas assumer votre désir. Et vous aviez le courage d'assumer votre désir et donc de vous libérer de cette prison, même si elle était dorée. Et à ce moment-là, la culpabilité d'abandonner l'autre à qui vous aviez juré pour le pire et pour le meilleur. Voyez ? Mais de toute façon, il y aurait eu de la culpabilité d'une part ou d'une autre. Et à un moment donné, vous avez choisi votre désir d'être libre et de quitter cette prison dorée. Voilà, c'est tout. Et ça, personne n'a à vous juger. Bien sûr. En tout cas, dans notre société. Il y a des sociétés où vous n'auriez pas pu partir. Mais cette liberté-là, heureusement, aujourd'hui, les femmes l'ont. Et vous avez rencontré quelqu'un d'autre depuis ? Alors après, comme j'avais cette notion de culpabilité, j'ai rencontré des personnes toxiques. Enfin, qui étaient pour moi toxiques, je parle pas de pervers. Vous avez payé le prix. Pour moi étaient... Voilà, exactement. Et du coup, je me suis obstinée avec ces personnes-là parce que j'avais l'impression que je ne méritais pas mieux. Et je savais qu'il fallait aussi que je parte. Mais là, pareil, j'avais un manque de courage. Alors, parce que je voyais que peut-être que le courage, c'était aussi de se retrouver toute seule. J'étais face à toutes mes peurs et je préférais peut-être être parfois mal accompagnée que d'affronter toujours ces mêmes choses qui revenaient, la culpabilité, dire que en fait j'étais jamais satisfaite, que j'avais toujours un truc qui allait pas, que c'était moi qui étais compliquée. Donc j'ai fait traîner une relation, je suis repartie, il est venu me rechercher, j'y suis retournée, tu vois, parce que pareil, je me dis c'est encore moi qui sais partir, d'assumer encore le fait de choisir, de dire que ça me convenait pas. Voilà. C'est fait, exact. Ça y est. Ah bravo. Bon, ça y est, bravo, c'était plaisir à entendre en tout cas. Vous avez eu le courage de voir qui vous êtes et ce que vous désirez ? Là oui, et maintenant avec le recul, je me dis effectivement, je comprends maintenant quand on quitte quelqu'un ou quand on est dans une situation qui convient pas, parce qu'on est tous différents, je peux comprendre effectivement pourquoi cette notion de travail, parce qu'on est face à soi-même, face à ses peurs, face à ses angoisses, face à son éducation. Et là maintenant, je comprends je comprends un peu plus cette notion de courage. Maintenant, il manque du courage pour rencontrer une autre personne. Parce que là, pour le coup, je trouve que c'est... Mais vous savez, c'est intéressant aussi de voir comment le corps parle. Le corps parle souvent dans ces situations-là. Je pense à un ami, Jordan, je te salue si tu écoutes l'émission, qui me disait qu'en fait, quand il était avec son ex-conjoint, il avait des problèmes de dos, de ventre, des insomnies, il ne savait pas pourquoi, et tout ça s'est levé à partir du moment où il y a eu la séparation. C'est-à-dire que le corps parlait, mais il ne pouvait pas l'entendre. Est-ce que vous avez vécu ce genre de choses, Julie ? Ce corps qui parle ? Ah oui, moi mon corps il me parle beaucoup et c'est à partir du moment où j'ai divorcé, il m'est arrivé, mais alors on dit la loi des séries, mais plein de petits problèmes de santé, des accidents de voiture,
Voilà. Et j'avais l'impression que le sort s'acharnait contre moi et que donc ça justifiait le fait que je sois pas une bonne personne et que j'avais fait quelque chose de pas bien. Donc j'ai l'impression que en fait on m'envoyait des signes comme quoi effectivement j'étais peut-être pas à ma place et ça. Donc c'est exactement ça. Je suis pas courageuse en fait puisque. Ouais, alors que non, vous vouliez juste faire les choses bien, que vous aviez peur de blesser, mais ce que vous nous dites est très 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 précieux, c'est le courage de s'écouter et faire dialoguer le risque de la perte avec ce message du corps, ce message de notre esprit. Qui es-tu et que veux-tu pour toi? Ah, bravo Julie, franchement ça fait plaisir d'entendre. Et peut-être que le message que vous donnez à ceux qui nous écoutent, Julie, c'est que la culpabilité n'est jamais bonne conseillère. Elle va toujours nous faire payer cher quelque chose qu'on n'a pas forcément à payer. Parce que bon, je vous pose juste une question. Votre ex-mari, ça a été un bon père? Avec le recul, j'ai du mal à. Alors, c'est un bon père financièrement. Alors, je suis un peu partagée. Alors, c'est peut-être intéressant. C'est la piste que je vous propose. Quand vous l'avez choisi, cet homme, vous l'avez peut-être choisi parce qu'il fallait un bon père pour vos enfants. C'était peut-être ça votre mission, votre première mission. Et si vous êtes en paix avec ça, vous n'aurez plus aucune culpabilité parce que vous aurez choisi celui qu'il fallait pour les enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, il peut assumer les études des enfants. Il peut, vous voyez, c'est à un moment donné, il faut aussi faire la paix avec soi. Oui, là maintenant c'est fait. Mais je pense que je l'ai choisi par l'éducation que j'ai eue pour qu'on me laisse tranquille parce qu'on trouvait que j'étais peut-être toujours un peu rebelle ou farfelue. Là, c'est un choix parental. Oui. C'est le choix pour faire plaisir à vos parents. Voilà, mais j'ai compris ça après, bien sûr. C'est pas grave, l'important c'est de finir par comprendre pourquoi on a fait tel choix et qui nous convenait pas, parce que j'entends bien qu'il ne vous convenait pas finalement cet homme. Ah oui, bien sûr, oui. Alors après, il faut avoir le courage, il faut s'assumer financièrement, faut changer les amis parce que il y a le cercle amical. Mais c'est dans ce sens où vous avez eu beaucoup de courage de partir, ça c'est sûr. Ça, moi, je suis totalement convaincue. Si le courage n'avait pas de coup, ce serait pas du courage, ce serait de l'inconscience. Oui, ça c'est vrai. Mais je m'en rends compte que maintenant, qu'au bout de 8 ans, quand je me retourne et je regarde et je me dis, là oui, je comprends. Vous imaginez comment votre culpabilité vous a aveuglé pendant 8 ans? C'est incroyable. Ouais, mais c'est hallucinant même. Et vous savez d'où elle vient, cette culpabilité? Pas toujours, non. De mon côté perfectionniste. Non, ça vient de vos parents. Absolument. Vous êtes d'accord, c'est mieux? Bien sûr. Là, je retrouve la Brigitte psychanalyse, c'est que les parents, ce sont les gardiens du surmoi, de cette entité tellement féroce qui juge nos actes. Oui, c'est vos parents. Ah oui, mon papa est décédé juste avant, juste après que j'ai annoncé, ça aussi, ça a été un élément. J'ai annoncé à mes parents, à mon papa notamment, que je me séparais au mois de juin. Il m'a dit, t'es sûr? Et au mois de juillet, il déclarait un cancer fulgurant, donc il est parti 3 mois après. Et alors, on a beaucoup discuté. Il me disait, tu es sûr parce que tu trouveras pas mieux, parce que toi, il faut te suivre. Donc c'était les restes que j'ai un peu sur la conscience. Oui, je comprends. Et donc je pense qu'il y a de ça, il y a peut-être un peu de ça. Non, mais ça vous a forcément travaillé. D'abord perdre son père alors qu'on vient de lui annoncer qu'on divorce, alors qu'il était qu'il pensait que c'était votre bon compagnon de vie. Vous imaginez comment ça a dû, ça a mis du poison dans votre cerveau, si je puis dire, Julie. Oui, je pense que oui. Et une petite anecdote également, c'est que après le décès de mon papa, j'ai eu du mal à retourner dans l'appartement où il était, où ma maman était encore là et qui est encore là aujourd'hui. Et du coup, on est allé boire un thé à l'extérieur et je lui ai parlé de cette culpabilité. Je lui ai dit, mais voilà, j'ai contrarié papa avec ma séparation et je me suis sentie coupable que ce cancer arrive comme ça subitement. Et ma maman m'a confirmé que ça l'avait contrarié, que ça avait dû accélérer le processus. Merci. Donc, Julie, vous avez encore plus de mérite, vous voyez. Donc j'ai eu, mais je pense qu'elle était honnête. Je pense qu'elle le pensait peut-être au fond d'elle.
bien sûr qu'elle le pensait, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Non. Vous voyez, oui, ça sûr, oui. je vais vous donner une explication médicale. Un cancer, même fulgurant, ça a mis un peu de temps avant de se mettre en place. Donc ça ne peut pas être votre... éventuellement, ça a peut-être accéléré le processus, mais le cancer, il était déjà en place, si je puis dire. C'est pas en un mois qu'un cancer se déclare, vous voyez. Et puis la faute, voilà, c'est quand on aime, on respecte aussi. C'est peut-être ça que j'ai voulu dire aussi dans mon introduction, c'est qu'à un moment donné, le courage, il doit pouvoir trouver un appui sur les autres. Vous n'avez pas à subir les jugements de votre famille. On a le droit d'être soi. À partir du moment où on pose un acte, où on prend une décision de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, eh bien, soit les personnes tiennent à vous et elles sont là et elles vous respectent dans votre intégrité, soit elles s'en vont. Voilà. Donc non, Julie, vraiment, je pense que là vous êtes sur un fil de vie, un chemin de vie, et que c'est très précieux et que vous le méritez parce que je vois que vous avez beaucoup réfléchi à tout ça. Donc bravo. Ah oui, ça va. Du coup, oui, il y a beaucoup de remises en question. Il y a, voilà, mais je trouve que le courage, on l'a jour après jour. C'est parfois on a l'énergie pour affronter certaines peurs, certaines. Je vous dis là aujourd'hui, je suis censée, j'aimerais pas finir ma vie seule, mais il me manque le courage pour reprendre une relation, pour aller au. Ah, mais je suis sûr que vous allez oser. En plus, là, vous avez quand même le courage d'appeler la radio pour déclarer quelque chose auprès de milliers de personnes. Voilà, le courage, vous l'avez, et ça y est, tout est possible. Il n'y a jamais eu de révolution dans toute l'histoire de l'humanité sans courage. Et là, il est temps de mener la vôtre, Julie. Oui, j'espère que voilà. Mais... Je me dis petit à petit. Oui, mais je crois qu'il fallait débroussailler un peu tout ça parce que on voit bien pendant les 8 ans après le divorce, vous avez quand même rencontré des personnes qui n'étaient pas les vôtres, etc. Il faut faire la paix avec vous-même et le courage d'être clair maintenant sur ce que qui vous avez envie de rencontrer. Mais je pense que vous êtes, c'est en train de mûrir tout ça. Oui, maintenant je pense que je vais faire mes propres choix, plus en fonction de mes parents, et voilà. Même si j'ai encore ma maman avec ses dictates et ses je pense que j'avance. Il faut sourire, il faut la laisser parler, il faut sourire. Vous la changerez plus, de toute façon. Ah oui, non. Non, n'espérez pas. Non, ça je crois pas. Merci beaucoup Julie, Merci en tout cas de ce témoignage, parce que oui, il faut du courage pour. De toute façon, le divorce, c'est pas une rupture anodine. Il faut un peu de courage, et c'était un très beau témoignage, et on voit bien que derrière le courage, il peut y avoir de la culpabilité, et c'est tout ça qui rend les choses un peu complexes, évidemment. Bien sûr, puisque parfois poser un acte, c'est aussi prendre le risque de blesser. Évidemment. Alors, il y a une petite devinette avant les infos. Samuel Doc, je l'aime bien et je suis sûre qu'elle va vous plaire, celle-là. Quelle est la preuve que les humains ne se font pas confiance ? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Et puis, si vous avez envie de nous parler de votre courage ou de votre non-courage, parce que on n'est pas toujours aussi courageux qu'on aimerait, évidemment. Et donc, si vous avez peut-être besoin de conseils, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Dans un instant, c'est Léa qui va nous parler de son courage qu'il a fallu pour aller vers un homme qui lui plaisait. Parce que c'est pas facile non plus pour une femme d'aller vers un homme. Sud Radio, ici on ne coupe pas la parole, on vous la donne. Moi j'espère que les assassins de Quentin vont prendre la peine maximale et que s'ils sont reconnus coupables, ils prendront la peine maximale. Mais il ne faut pas exagérer. Là franchement, je me réfugie derrière les propos. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est avec Samuel Doc, docteur en psychopathologie clinique, psychanalyste, qu'on parle du courage, le courage en amour. Et oui, le courage, ça consiste à dépasser ses peurs. Et c'est vrai que, en amour, il faut parfois accepter un conflit. Il faut parfois accepter de dire des choses qui vont peut-être être pas mal prises, enfin plutôt mal prises, par le partenaire. Bref, on a vu, depuis tout à l'heure, qu'il faut du courage. Il faut du courage pour se respecter dans ses désirs, dans une relation amoureuse. Dans ses désirs et dans son identité, tout à fait. Mais on a parlé du risque et du coup, mais en même temps, qu'est-ce qu'on se sent libre quand on est courageux ? Et oui,
On se sent aussi bien dans nos baskets. Mais parfois un peu coupable. Oui. Si on blesse trop les autres dans nos décisions, on peut se sentir coupable. Mais en même temps, comment résister ? On sait très bien, Samuel Dock, vous êtes psychanalyste, on sait très bien que la culpabilité, c'est un poison dont il y a des personnes qui sont beaucoup plus sujettes à la culpabilité que d'autres. Tout à fait. Et Lacan avait cette fameuse phrase que je cite souvent, il disait « On n'est jamais autant coupable que lorsqu'on transige sur son désir ». Il ne faut pas se trahir soi-même, pas trahir ce qu'on veut. Une vie humaine est bien trop éphémère pour pouvoir passer à côté. C'est bien vrai. Bon, alors, vous avez eu le temps de réfléchir à ma devinette. Quelle est la preuve que les humains ne se font pas confiance ? Mais vous allez aimer la réponse. Je suis nul. J'allais dire, parce qu'ils sont comme les éléphants, ils trompent énormément. Alors, ça parle d'animaux, mais pas d'éléphants. En fait, la preuve, c'est que les aveugles préfèrent se faire guider par des chiens. Mais en même temps, on comprend, quand on voit certains humains, je suis bien d'accord. Oui. Il n'y a pas plus fidèle qu'un chien, c'est bien connu. C'est vrai. Bonjour Léa. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Léa. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. Je me présente brièvement. Merci. Donc, je m'appelle Léa. Je suis mariée depuis 15 ans. J'ai 40 ans. Je suis maman de 2 enfants qui ont 4 et 10 ans. Et je voulais échanger avec vous sur le sujet donc du courage parce que le courage, moi, je l'ai cherché longtemps. Jusqu'à réussir à vraiment passer le cap et avoir tout le courage nécessaire pour aller vers l'homme qui me plaît, alors qui n'est pas mon mari. En fait, il y a 5 ou 6 ans, j'ai consulté un médecin. Et à chaque fois que j'allais le voir, j'avais quelque chose qui me déstabilisait fortement et je me suis aperçue que cet homme me plaisait. Je savais rien de plus de lui que de le voir en consultation, quoi. Et donc les fois où je l'ai vu, disons peut-être 1 ou 2 fois par an, à chaque fois, je me préparais avant d'y aller, etc. Et puis tout ça a fait du chemin dans ma tête et j'ai commencé à avoir envie en fait d'aller plus loin avec lui. Vous étiez visiblement très attiré par lui dès la première rencontre. Dès la première rencontre, et je dois avouer que plus il y a eu de rencontres et plus l'attirance était forte. Et ça a été vraiment déstabilisant pour moi. J'ai cru pendant des années que je ne verrais personne d'autre que mon mari et que j'avais des œillères et que j'étais contente d'avoir trouvé la personne avec qui partager ma vie sans me poser de questions. Et quelque part, cette rencontre-là m'a dérangée moi-même parce que ça m'a fait sortir de mes convictions et ça m'a fait... Ça vous a déstabilisé de toute façon, oui. Énormément. Oui. Énormément. Et en même temps, j'y retournais, quoi. J'aurais pu le fuir, changer de cabinet médical et puis et mettre un mouchoir dessus et puis au revoir, quoi. Mais non. Mais il y a déjà une chose extraordinaire dans votre témoignage et je vous en remercie, Léa, parce que là, voilà, il y a un choix. Est-ce que j'ai le courage de ne pas aller vers mon désir et de rester avec mon mari, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais déjà on peut se poser la question, ou est-ce que j'ai le courage d'aller vers mon désir et peut-être de dire à cet homme qu'il me plaît. Donc qu'est-ce que vous avez fait ? Le suspense est total, Léa. Ça a vraiment duré longtemps, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à me rendre compte que vraiment j'avais de l'attirance et puis ça a duré 1, 2, 3, 4, 5 ans. Ah oui. Donc un peu comme ce que disait Julie juste avant sur le temps qu'elle a mis, les 8 ans à comprendre un petit peu et mûrir sa décision. Moi, c'est pareil, ça a été vraiment quelque chose qui m'a bouleversée, qui m'a déstabilisée et où j'ai pas su prendre une décision rapidement. Et puis j'ai pas une âme de séductrice non plus. Donc je savais pas trop comment faire. Et puis un jour, en fait, je l'ai croisé en dehors du cadre de son cabinet. Okay. Et donc, vous aviez une idée si vous lui plaisiez un peu ou pas ? Ou pas du tout ? Vous saviez pas ? Non, pas du tout. Vous saviez pas ? Non. Il était tout le temps resté très professionnel. Oui. Après, je trouvais qu'il était agréable et souriant, mais peut-être qu'il l'était avec toutes ses patientes. Ouais, oui.
Et donc, un jour, je le croise dans un footing, quoi. Et je fais une deuxième boucle. Et là, je le regarde, il me regarde, je lui souris, il me sourit. Et donc, là est venu le courage. Je sais pas, parce qu'on n'était pas dans le même contexte que d'habitude. Donc, je lui ai laissé un petit mot sur lequel je lui ai proposé d'aller boire un verre. Et je lui ai laissé mon numéro. Ah. Et vraiment, ça m'a sorti de ma zone de confort de faire ça. Et je savais pas à ce moment-là si c'était du courage et de l'inconscience. Et en même temps, ça m'a mis une décharge d'adrénaline. Enfin, c'est quelque chose qui m'a forcé. Vous vous êtes dit, faut que j'y aille, quoi, parce que sinon, je loupe le coche, quoi. Et ben en fait, je me suis dit, faut arrêter d'être bloqué dans cette situation. Donc là, au moins, je serai fixée, quoi. Absolument. Et puis, c'est vrai que ce regard et ce sourire m'ont un peu convaincue, quoi. Ça a été vraiment en tout cas, oui, il y a eu une petite approche de sa part quand même, qui était peut-être juste de l'amabilité, mais en tout cas, il y avait quand même quelque chose. Et alors, du coup, on a échangé des messages. Et il m'a dit à ce moment-là, je suis désolée, c'est compliqué pour moi. Ma situation personnelle est compliquée. Je suis en plein divorce. Alors moi, je lui réponds, peut-être que finalement, je tombe au bon moment. Enfin, d'essayer d'y aller un petit peu avec humour. Mais suite à ça, il m'a dit, ma vie est vraiment compliquée en ce moment, etc. Donc moi, je lui ai répondu, de toute façon, moi, pas d'urgence de mon côté. Et puis pour être sincère, enfin, moi, je suis pas célibataire et j'ai déjà quelqu'un dans ma vie et j'ai des enfants. Il me répond que lui aussi, il a des enfants et que il a besoin d'éclaircir cette situation personnelle. Et donc je lui réponds, tant qu'il n'y aura pas de non plus franc de votre part, j'attends un oui. Waouh, quand même. Ouais, il m'a répondu, hello, ok, ça marche, avec un clin d'œil. Et c'était il y a 1 an. Et depuis, je n'ai plus aucune nouvelle. Je ne suis plus allée le voir et je n'ose plus aller le voir. Ah je comprends. Oui, parce qu'il n'a pas répondu à vos. Mais vous avez, voyez, et bravo parce que vous avez eu le courage d'y aller. Et malheureusement, ça n'a pas donné suite. Alors, ça donnera peut-être suite plus tard. Je vous le souhaite si vous en avez envie. Mais ça a quand même permis qu'à un moment donné, ça arrête de tourner dans votre tête, je pense. Franchement, moi, j'ai l'impression que c'est encore pire. C'est en ça que je regrette un peu le courage finalement, moi. Non, faut pas. Non, vous avez bien il faut fait. Pas. Parce que là quand même, je ne sais pas, parce que là je peux pas interpréter. C'est pas lui qui témoigne, c'est vous. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet homme, soit il n'était pas suffisamment intéressé par vous et il a été poli, soit il a une telle honnêteté, etc., que de toute façon, vous êtes une femme qui n'est pas libre, ça me paraît difficile pour lui de s'engager avec vous, voyez. Donc je crois que de toute façon, là, il faut laisser tomber la chimère. Et oui, je pense que peut-être qu'il y a des choses que je suis pas encore capable d'entendre. Enfin, c'est ce que je me dis, c'est la manière dont je l'interprète, mais je me dis finalement, je n'arrive pas à accepter que ce soit non. Donc, je suis toujours dans l'attente d'un oui. Et ça me place mais dans oui, surtout que c'est lui qui a peut-être aussi manqué de courage, qui a laissé planer quelque chose en parlant de son divorce, alors que peut-être il aurait fallu qu'il vous dise, voilà, non, je n'ai pas d'attirance, et au moins ça aurait coupé quelque chose, ça aurait interrompu quelque chose, c'est-à-dire qu'il aurait posé un discours qui n'aurait pas laissé miroiter. Alors maintenant on peut se dire que 1 an est passé et que voilà, il va falloir que vous puissiez placer votre belle énergie psychique et émotionnelle ailleurs. Moi, il me semble que si vous voulez vous en sortir, le courage maintenant pour vous, ce sera de faire le deuil de cette potentialité qui ne s'est pas réalisée. Oui, parce que moi, je reste accrochée aux petites choses qui pourraient faire que c'est possible. Oui, mais ça, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, voilà, on peut très vite tomber dans ce qu'on appelle l'érotomanie, c'est-à-dire cette interprétation des signes, etc., et où on développe des relations quasi imaginaires avec les autres. Donc non. Et puis en plus, voilà, vous avez une belle intelligence, une vivacité. Voilà, je pense que vous méritez pas, tout simplement. Dites-vous cela. Oui, moi, je pense que vous avez, que cet homme est lâche. Absolument, j'allais le dire. Je pense. Il a
n'a pas eu le courage soit de vous dire non, soit de se dire attends, il y a une jolie femme qui me drague, j'en profite. Vous voyez, excusez-moi, je suis un peu trivial, mais c'est ça. Soit il avait le courage de vous dire non, soit il avait le courage de vous sauter, même si c'était juste de vous sauter. Mais là, il y a pas de couilles, quoi. Mais après, c'est vrai que je me dis, dans ce que je lui ai laissé comme petit mot, c'était marqué, ça me déstabilise à chaque fois que je vous croise. Attendez, vous êtes en train de lui dire, viens quand tu veux, je suis là, je suis prête, etc. Donc, si vous, soyons sincèrement, Léa, je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ce que je vous dis, mais je vous le dis parce que c'est comme ça que je peux vous aider. Non, cet homme, de toute façon, est lâche. Donc, il n'a aucun intérêt. Maintenant, il faut travailler sur votre besoin actuellement de vous mettre une sorte de chimère dans la tête. Ça veut dire que dans votre couple, il vous manque quelque chose. Je suis pas en train de dire de quitter votre mari, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je pense que vous avez besoin de vous créer quelque chose, vous avez besoin de vous redonner de l'élan vital dans votre vie. Parce que sinon, vous n'auriez pas besoin de vous nourrir de cette chimère. Vous êtes d'accord, Samuel, ou pas? Absolument d'accord. C'est nécessaire, urgent, indispensable. Je me dis aussi que cette histoire-là doit m'amener à réfléchir sur pourquoi est-ce que j'en suis venue là, quoi. Ah ben bien sûr, là, ça parle de l'insécurité, ça parle de ce qui vous a été transmis quand vous étiez enfant et de la manière de constituer vos liens aussi, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que dans votre couple, vous vous ennuyez un tout petit peu, vous avez besoin d'un peu plus de fantaisie, mais qui n'est pas forcément à chercher auprès d'un autre homme. Ça peut être de vous consacrer peut-être à un art, faire quelque chose. Vous voyez, je pense que vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie actuellement. Vous avez besoin d'un petit truc en plus. Ouais, je crois même que finalement, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et je m'aperçois aujourd'hui que j'ai plus de flamme, quoi. Je suis plus amoureuse. C'est un peu normal. Vous avez un amour, amitié qui s'est installé. Bon, c'est ça qu'il faut aller voir, peut-être. Vous voyez, c'est ça qu'il faut aller voir, mais pas continuer à espérer que cet homme revienne vers vous. C'est bien sûr que ça a été, c'est un signe qu'il y avait quelque chose d'un peu terne peut-être dans votre vie. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais. C'est ça le courage maintenant, c'est d'aller voir en vous. Maintenant, est-ce qu'il y aura le courage de faire plus et de pourquoi pas divorcer, quitter mon mari, faire autre chose de ma vie. Non, ça veut pas dire qu'il faut quitter votre mari. C'est peut-être une relation en profondeur qui s'est construite et qui va bien. Oui. Moi, je suis pas. Peut-être qu'il faudra prendre un amant, peut-être qu'il faudra faire autre chose, peut-être. Mais c'est pas tout blanc ou tout noir la vie amoureuse, Léa. Oui. Et vous avez tout à fait compris en plus que le courage c'est un apprentissage et c'est quelque chose qui évolue avec le temps et qui transforme nos représentations. Moi, vous voyez, je fais preuve de courage à certains moments parce que moi j'adore sortir en cuir et tout le monde me dit mais Samuel, tu es fou, on va te juger, on va te regarder. Mais en réalité, une fois qu'on a franchi le pas, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'en fait le courage, ce serait de ne pas le faire en fait et de renoncer à qui je suis, à ce que je veux montrer, à la manière que j'ai de me sentir bien. Et c'est la même chose pour vous. Vous allez renverser ces représentations à un moment donné et vous vous rendrez compte qu'en fait, vous êtes libre, vous êtes sereine dans votre décision et vous pouvez aimer ailleurs, vous pouvez désirer ailleurs et que personne ne pourra vous arracher ça, Léa. Personne ne pourra vous le prendre parce que c'est vous. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas réussi une vie maritale formidable, 2 enfants magnifiques, enfin tout va bien, tout va bien. Absolument. Il y a juste à mettre un tout petit peu de plus dans votre vie, c'est tout. Merci Léa. On fait une petite pause et c'est Maria qui voudrait un peu plus de courage pour quitter son compagnon. Elle nous dit dans un instant. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et je rappelle que vous êtes également l'auteur de L'Enfant Thérapeute aux éditions Plomb en attendant votre prochain livre qui sera une sorte de roman un peu autobiographique, Absolument, mais j'en dis pas plus pour le moment, mais ça vous serez la première à qui j'en parlerai, ma chère Brigitte. J'espère bien. Ah oui. Maria, merci d'être avec nous, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Maria. Bonjour. Merci de me recevoir, en tout cas pour ce petit moment. Écoutez, on est ravis, Maria, pardon. Et donc vous êtes en couple et vous auriez envie de mettre fin à votre histoire ? Oui, tout à fait. C'est pas le courage qui manque, c'est la difficulté par rapport à cette personne qui
qui est quand même toxique. Donc pour l'historique, j'ai rencontré cette personne en 2008. J'étais mariée, j'ai 2 enfants et à ce moment-là j'étais mariée et j'ai rapidement divorcé pour cet homme qui lui avait 3 enfants. Nous n'avons pas vécu ensemble parce que ses enfants et les miens ne s'entendant pas très bien. Donc il avait été décidé notamment par monsieur que le mieux c'était que chacun reste chez soi et que l'on se voit uniquement le week-end et si possible sans les enfants pour éviter les conflits. Donc c'est ce qui s'est passé durant 15 ans. Et puis l'été dernier, les enfants étant grands et tout le monde étant parti, il a été convenu qu'il m'a proposé de venir m'installer avec lui. J'avoue que j'avais déjà quelques réticences parce qu'il a un caractère un peu dominant et que j'avais de l'appréhension. Il s'avère qu'aujourd'hui, donc quelques mois plus tard, effectivement son caractère est compliqué. Je me sens pas Vous avez donc été vivre avec lui? Chez lui. D'accord. Chez lui, tout à fait. Chez lui, oui. J'ai laissé mon appartement, je me retrouve donc sans logement. Et cette personne, écoutez mes appréhensions. Malheureusement, il paraît qu'il faut écouter son intuition. Mais cet homme est relativement très dominant et rabaissant. Et je me sens pas très très bien moralement. J'ai perdu, même si ma voix ne dénote pas forcément, mais j'ai perdu beaucoup d'estime de moi. En plus, j'ai fait un burn-out, donc je me retrouve également sans emploi pour le moment. Et je pense que cette personne au fond de moi n'est pas bonne pour moi, même s'il me propose beaucoup de choses agréables, parce qu'il n'y a pas que du négatif, bien sûr. Il me propose des beaux voyages, des beaux week-ends, des bons restaurants, mais parfois au restaurant, je ne peux pas vraiment parler parce que monsieur, il regarde ce qui se passe à côté, voir si on le regarde. Comment ça, voir si on le regarde? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voir si on le regarde? Il est très narcissique. Il est très narcissique. Oui. Et par exemple, il ne faut pas se tenir comme ça, parce que tu vois, les autres, ils te regardent. Ils me regardent. C'est souvent des remarques assez comme ça, avec un ton très désagréable. Aïe. Je me sens pas très bien. De toute façon, quand on souffre comme ça dans une relation et qu'on a un sentiment d'inconfort qui mène même à l'insécurité, effectivement, il faut savoir se protéger, Maria. Ça, Alors, je crois que là, Maria, vous avez fait une bêtise. Vous n'avez pas écouté votre intuition. Voilà. Et vous vous êtes mis dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Oui. Ça, c'est la réalité. Oui. Maintenant, il va falloir œuvrer intelligemment, pas vous mettre non plus dans une autre réalité qui serait encore plus néfaste pour vous, parce que j'entends bien que c'est peut-être pas si simple matériellement de le quitter tout de suite, etc., etc. Donc il va falloir analyser un peu plus clairement la situation et voir comment, tout doucement, vous pouvez faire marche arrière. Mais je ne crois pas qu'il faille partir d'un seul coup parce que le prix risque d'être cher payé et c'est pas la peine. Le courage, c'est pas de l'irresponsabilité. Il faut avoir le courage là maintenant de subir cet homme qui n'est pas non plus un monstre. J'ai bien compris. Il vous tape pas dessus. Vous n'êtes pas en danger, mais vous n'êtes pas heureuse. Et alors, je pense qu'il faut déjà comprendre que c'est lui qui a un problème narcissique. C'est pas vous. Oui. Donc quand il vous rabaisse, dites-vous en souriant à l'intérieur de vous, pas devant lui parce que c'est pas la peine de lui faire un sourire narquois, qu'il a un problème d'estime de lui-même. Sinon, il n'aurait pas besoin de vous rabasser et il n'aurait pas besoin d'être regardé. Voyez. Et ça va déjà vous aider à supporter une situation qui est assez pénible. Et puis vous allez voir comment vous pouvez tout doucement vous retrouver peut-être un logement, une situation matérielle correcte, peut-être que vous pouvez mettre un peu d'argent de côté pour préparer votre sortie. D'accord, ok. C'est important, il faut pas. Oui, c'est ça, il faut agir méthodiquement, de manière rationnelle, absolument. Et là, vous allez voir, si vous réagissez de cette manière-là, c'est-à-dire en vous disant, bon, ok, j'ai fait une bêtise, maintenant on va réparer, mais il faut le temps de réparer, vous allez mieux supporter ce qui est assez pénible à supporter aujourd'hui. Parce que vous serez en train de construire votre avenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Vous verrez la lumière au fond du tunnel, même voilà. si vous êtes encore dans le tunnel. En fait,
je m'en veux d'être dans cette situation. Je m'en veux, c'est vrai, pour le moment. Mais on fait tous des... Non, mais Maria, on fait tous des bourdes. On fait tous des bourdes. On est humain. Et vous savez, on connaît tous la phrase de Saint-Augustin, hein, l'erreur est humaine, mais on oublie la deuxième partie de la phrase, qui est, donc l'erreur est humaine, la répétition est diabolique. Tant que vous ne répétez pas la même erreur, tout va bien, Maria. Par contre, je rejoins complètement Brigitte, il faut être fine, patiente, méthodique, et vous partirez quand vous aurez les ailes assez solides pour pouvoir le faire. Vous n'êtes pas pressé d'agir, vous comprenez ? Vous pouvez vous constituer un socle à partir duquel vous pourrez vous envoler. Moi, je vous conseille vraiment de mettre un peu d'argent de côté. Voilà, c'est ça. Par exemple, si vous donne un peu de sous pour aller faire des courses, vous en mettez un peu de côté. Et ça va. Vous allez voir, ça va vous donner une force. Ça va vous donner beaucoup de courage parce que vous serez en train de préparer. C'est ça. Et il faut vraiment voir les choses de cette manière-là. Et en revanche, profiter de sa générosité, de ses voyages, de tout ça. Vous en payez le prix, hein. C'est ça, oui, tout à fait. Non, mais je vous assure, il faut vraiment voir les choses. Et ce sera ça, votre courage, vraiment. Très bien. Est-ce que vous pensez que cette personne ne changera jamais ? Ah bah non, on ne peut pas savoir. Ça, je ne peux pas savoir. Mais peut-être que si vous vous redressez un petit peu et que vous ne subissez pas de manière un peu masochiste, hein, peut-être qu'il va vous respecter un peu plus. Ça, c'est possible. Mais il changera jamais. Il deviendra pas l'homme que vous auriez aimé rencontrer et que vous avez pensé peut-être rencontrer en allant vivre avec lui. Tout à fait. Et d'ailleurs, analysez un peu comment il a éduqué ses enfants et comment sont ses enfants, et vous verrez plus clair dans son fonctionnement. Hein. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup. Je reviendrai certainement vers vous. Il n'y a pas de souci. Je suis pour apporter une bonne nouvelle. Alors, mais même si vous avez besoin d'autres conseils. Et là, pour l'instant, je vous le dis avec beaucoup de cœur, bon courage, Maria. Oui, bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. La sexualité, c'est un jeu ou un enjeu ? On en parle dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, on va parler de la sexualité. C'est un jeu ou un enjeu ? Samuel Doc, vous imaginez bien ce que je vais répondre, n'est-ce pas ? C'est vrai que pour beaucoup de couples, la sexualité, c'est sérieux. C'est très sérieux. Alors justement, c'est le côté ludique de la sexualité qui va permettre de varier les plaisirs. C'est le jeu qui va permettre de se surprendre, d'introduire de la fantaisie et donc de casser la routine d'une sexualité qui finit par devenir monotone si on fait toujours la même chose. Mais le problème, c'est que pour des couples où il y a des petits problèmes, des conflits, des rancœurs, la sexualité, ça devient parfois un enjeu. Et là, il y en a un qui va dominer, l'autre va se plier au désir de celui qui a pris les commandes. Alors, parfois, les deux y trouvent leur compte, mais ça dure rarement très longtemps, les enjeux dans la sexualité, parce que celui qui domine finit par se lasser, il attend que l'autre prenne plus d'initiative. Quant au dominé, à tout moment, il peut en avoir marre d'avoir mis de côté ses désirs et avoir envie de reprendre des initiatives. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que dans ce moment de sexualité du couple, il y a toujours des tensions qui normalement disparaissent parce qu'il y a la jouissance qui apporte ce langage d'amour des corps et qui va au-dessus de tous les mots. M-O-T-S, évidemment. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, que refuser un rapport sexuel parce que on a envie de bouder, refuser un rapport sexuel parce que l'autre a oublié qu'on a été chez le coiffeur, refuser un rapport sexuel parce que l'autre ne nous a pas fait plaisir. Enfin, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent parce qu'on met à la sexualité à une mauvaise place. Exactement. Et puis de la sorte, on en vient à sacraliser quelque chose aussi, à la fois du cerveau et du corps, et c'est très inhibant, on se sent enfermé dans une telle conception. Voilà, donc la vie à deux, ça a des joies, des peines, mais faire l'amour, ça devrait être toujours un moment agréable, et c'est pour ça qu'il faut mettre de la légèreté dans tout ça, et puis s'amuser, et voir la sexualité vraiment comme quelque chose une petite parenthèse un peu agréable dans la vie à deux. Oui, c'est ça, un espace, un territoire qu'on peut explorer ensemble, et où quelque part il y a de l'identité. La sexualité, c'est nos identités qui s'expriment. On s'affirme
s'affirme. On s'affirme, oui. Dans sa sexualité. Oui. Et puis quelques minutes encore pour peut-être gagner ce cracker corps à corps de la marque Passage du Désir. Vous pouvez, si vous avez envie de gagner notamment ces différents coquerings, il y a 3 tailles, hein, donc il y en a pour tous les goûts. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS et on aura notre gagnant dans quelques minutes. Bonjour Agathe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Agathe. Écoutez, enchantée d'être avec vous cet après-midi. Je vous appelle parce qu'en fait, voilà l'impression que j'ai, mais peut-être que Samuel pourra me dire que peut-être je me trompe. Donc, dans un premier temps, donc j'ai été mariée pendant 35 ans et mon divorce s'est fini l'année dernière. Et dans un premier temps, donc, j'ai pris la décision de rester avec quelqu'un qui était vraiment toxique. Et je me suis dit, je suis plus forte que lui. Lui, c'est un malade. Il faut que je reste pour protéger mes enfants. Bon, après, je n'ai plus d'énergie, donc ça a un peu traîné. Et par exemple, quand on dit elle n'a pas le courage de partir, je trouve que c'est un peu injuste parfois, parce que sous emprise, vous pouvez Absolument. pas. Vous pouvez plus. Oui, très Donc, juste, très juste. Ça a traîné. Bon, arrive le déclic, et là, je décide de divorcer. Alors, j'ai entendu les autres personnes, et en effet, je savais qu'en faisant ça, j'allais avoir moins de confort, qu'il y avait des amis qui comprenaient rien à ce qui se passait, il y en a qui sont tombés de l'armoire, et puis, mais tout de même, à partir du moment où j'ai dit, là c'est stop, il m'en a trop fait, je contacte un avocat, après détective, etc., et ben j'avais beaucoup moins peur. Alors, c'est intéressant. Excusez-moi, je vous coupe Agathe, mais je voulais souligner quelque chose qui me semble important pour ceux qui nous écoutent. C'est intéressant de voir qu'à un moment donné, ce respect de soi fait qu'on prend on retrouve le courage, parce qu'on voit bien à un moment donné, il m'en a trop fait. Et c'est là, cette phrase-là, qui veut bien dire qu'à un moment donné, je ne peux pas en accepter plus, ça suffit. Ouais. Et là, le courage s'infiltre dans vos veines et on peut agir. Allez-y, je vous en prie. Ouais, non, c'était à peu près. Enfin non, j'ai une autre chose à ajouter, mais voilà, c'était comment c'est. Non, je vais le dire tout de suite. En fait, j'ai 4 personnes de ma famille qui sont dans l'armée, et donc il y en a 3 qui sont sur les zones de combat. Et on a parlé du courage. Et depuis le début de votre émission, on a l'impression que la peur empêche le courage. C'est un espèce de dosage entre une peur qui est évidente, qui est là, hein, et puis le courage de passer à l'action. Et en fait, bien sûr. Oui. Les militaires que j'ai dans la famille, ils me disent mais en fait, on y va. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'action, mais on a peur aussi. Bien sûr. On a peur, on y va pas, parce que sinon c'est de la conscience. Tout à fait ce que je disais. En fait, oui, c'est ce que vous avez dit à un moment, j'ai entendu. Et je me demandais, alors la question que je me suis demandé juste là il y a pas longtemps, c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que la peur pour pas passer à l'action ? Parce qu'évidemment, vous avez dit, il faut mettre d'un côté tout ce qui est négatif dans une relation, tout ce qui est positif, et puis là, d'abord, on n'est jamais très objectif quand on fait ça. Non. On oublie des choses. Oui. Et en fait, franchement, moi, je sais pas comment j'ai pris la décision, parce que moi, ça a mis 15 ans. En fait, il y a 15 ans, je me suis dit là. Non mais Agathe, on peut pas comparer le courage qu'il faut pour aller à l'attaque quand on est militaire ou pompier ou policier. Oui, ou même les policiers. Oui. Et puis le courage en amour dans la vie affective, parce que dans la vie affective, il y a tellement d'autres émotions et sentiments qui se mêlent. Oui. On voit bien, vous aviez vos enfants que vous avez voulu protéger. Est-ce que c'est pas là du courage de rester? D'une certaine manière. C'est ce que je me suis dit.
En tout cas, c'est comme ça que de rester, le courage de partir. Et moi, dans l'introduction, j'ai parlé du courage d'être soi, mais d'être dans ses convictions et ses intuitions. Et je crois que c'est ça qui est important. On ne peut juger de son courage que par rapport à soi et pas, enfin, quelqu'un qui vous dit il faut du courage, il ne sait pas dans quels sont vos remous émotionnels, si je puis dire. Vous voyez ? Bien sûr. Donc vous avez eu le courage quand vous avez pu l'avoir. Avant, vous avez peut-être eu du courage de rester. Je ne sais pas. C'est vous qui pouvez le dire. Je suis d'accord avec Brigitte, et ça renvoie encore une fois aussi à la question des coûts. Quand un policier ou autre prend un risque, il engage son corps, certes, et c'est tout à fait avouable. Mais dans le cadre de la situation qui est la vôtre, vous risquez la perte financière, d'exposer vos enfants. Il y a vraiment le risque d'y perdre quelque chose qui pourrait durablement marquer votre vie. Donc c'est aussi ça, il n'y a pas que la peur, il y a la conscience de la perte possible. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement délicat à penser. Puis il y a la peur de l'inconnu. Quand on quitte, dans une relation affective, on sait ce qu'on perd, on sait pas où on va. Et parfois, il vaut mieux rester que de se retrouver seul. Moi, je vois autour de moi des personnes qui ont quitté et puis qui après s'en mordent les doigts parce qu'ils se retrouvent très seuls. Ou alors on retrouve pas un homme peut-être qui n'était pas extraordinaire, mais on retrouve pas un homme aussi gentil avec un confort matériel. Enfin, je veux dire, on a trop tendance aujourd'hui à penser qu'il faut partir dès que ça va pas. On sacralise une sorte d'amour idéaliste, d'amour absolu, d'amour plein, mais qui en fait n'existe que dans les romans, et encore. Ah oui, maintenant je m'aperçois qu'il n'y avait aucun amour. Et vous parliez aussi de culpabilité. Alors moi je peux vous dire, j'ai aucune culpabilité à être partie. Parce que c'est ce que j'ai dit à mes enfants. Et je leur ai dit, si j'étais restée encore, mais je serais morte. Ah bah oui, ça c'est le signal quand même. Hein. C'est un signal, signal d'urgence. Oui, non, parce que j'allais vraiment pas bien. Alors, je raconte même pas l'estime de moi. Il y en avait plus beaucoup. J'étais humiliée tout le temps. Donc, mais c'est d'ailleurs. C'est un espèce de survie. Oui, non, mais c'est en effet, vous avez eu un instinct de survie qui vous a donné la force d'avoir le courage de partir. Mais c'est ce que disait Samuel Doc en début d'émission. Hein. Il disait bien que le courage, ça repose sur l'estime de soi. Et quand on est avec quelqu'un qui nous sabote depuis des années. On n'a plus beaucoup d'estime de soi, donc c'était compliqué. Vous étiez dans, enfin de toute façon on le sait, on les entend, tous ces femmes et ces hommes aussi, parce qu'il y a aussi des femmes bien sûr, il y a les deux, toxiques. Mais on entend bien le nombre d'années qu'il faut pour tout d'un coup pouvoir enfin partir. Et c'est souvent après une maladie, après un coup de trop. Enfin, on le sait bien, c'est pas simple. Oui, et puis attention aussi, on se dit parfois que on a peur de regretter, etc. Mais on peut aussi parfois regretter de ne pas avoir agi plus tôt. Moi, l'exemple que je donnais en introduction de la moto, si j'avais su en fait que j'y prendrais autant de plaisir et que je serais aussi libre, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Et vous, c'est pareil, j'ai l'impression. Vous l'auriez fait plus tôt. Oui, c'est sûr que j'aurais pu le faire plus tôt, mais bon, après je me dis c'est comme ça. Absolument. Vous avez bien raison. Absolument. Ouais, je reviens pas là-dessus. Bon, c'est maintenant. Non, mais c'était surtout pour dire aux auditeurs qui nous écoutent, oui, peut-être que vous pouvez craindre de perdre quelque chose, mais dites-vous aussi que peut-être que par la suite vous regretterez de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et ça sécurise un peu aussi. On peut avoir des bonnes surprises dans le courage. Ouais. Et de toute façon, et vous le dites aussi très bien, c'est à un moment donné, ça devient indispensable de faire preuve de courage. Tout à fait. Alors, ce qui est difficile aussi, j'imagine, c'est quand on est en couple avec une personne handicapée, dépendante, mais là, c'était pas votre cas en plus. Non. Donc, non, c'était un, comment. Allez, dites-le comme ça vous vient. Voilà, dites-le comme. Lui, il va très très bien. Il avait une double vie. Bon, il y a eu des accros au mariage, mais bon, ça c'était pas grave. Enfin, c'était pas, ça n'allait pas très loin. Mais là, c'était une double vie, donc là, c'est stop quoi. C'était des mensonges tout le temps. Enfin bon. C'était plus possible, c'était plus vivable. Donc en fait, je pense que voilà, j'étais limite. En fait, c'était plutôt, c'est peut-être pas du courage qu'il faudrait appeler ça. C'est la survie, c'est l'instinct de survie qui a fait que j'ai agi. Eh ben, il faut en avoir un peu quand même. Merci beaucoup Agathe, merci vraiment de votre témoignage. On va faire une petite pause et on va conclure avec Raphaël qui veut nous raconter le courage qu'a eu
sa femme, je crois. Il nous raconte dans un instant. Vous voulez Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Merci de cette idée, Samuel Doc, parce que c'est vrai que c'est une belle idée. Le courage en amour, c'est complexe. Hein. On l'a vu tout au long de l'émission, et je crois que on n'a pas à juger du courage de l'autre. On n'a qu'à juger son courage par rapport à soi. Hein, il me semble. Oui. Raphaël est avec nous. Merci d'être avec nous. Raphaël, bonjour. Bonjour Brigitte, et bonjour à votre invité Samuel. Bonjour. Voilà, moi j'ai une expérience superbe dans ma vie. Donc j'ai divorcé il y a 6 ans. Ma chérie est ma présidente de club, donc on se connaît depuis 20 ans. Club de quoi ? Un club de tennis. Ah. Donc au départ, c'est ma présidente, donc on s'est connus il y a 20 ans. Donc vous étiez mariés, donc son coach. Oui, j'étais marié, elle aussi. Mm-hmm. Et elle aussi. Donc nous, on était très propres. Comme on est mariés, on n'a pas passé la barrière, rien. Mais il y avait une attirance. J'aime bien l'expression très propre. Moi, j'étais pas sûr d'avoir compris entre proche et propre. Oui. Oui, mais il y avait c'est pas signes, sale. ouais. C'est pas sale le sexe, hein, Raphaël. Ouais, c'était très propre. En fait, le premier signe qu'on avait, c'est qu'on est né le même jour, le 18 septembre 69. On a le même âge. Ah, le même jour, la même année. Ah oui, quand même. Exactement. Voilà, donc quand j'ai signé mon contrat, ça a été la première chose qu'on a vue. Mm-hmm. Voilà. Et puis donc, j'ai enseigné dans son club, on a beaucoup parlé, beaucoup discuté. Elle a divorcé pendant ce temps-là, donc je l'ai aidée. Avant vous, donc ? Oui, avant vous. Et pendant 10 ans, elle a connu personne. En fait, elle m'a attendu. Voilà. Mais comme j'étais marié... Mais elle vous a dit qu'elle pensait à vous et que vous étiez un peu dans son cœur pendant que... toutes ces années. Ça se sent en fait. Vous voyez ce que je veux dire, quand on est sur le terrain, elle venait me voir, on parlait beaucoup de sa vie à elle, de ma vie à elle, parce que moi j'étais avec une personne toxique, vous voyez, mais bon, comme j'avais une fille, il fallait que je reste. Vous voyez, le courage de rester, comme vous avez dit. Et puis jusqu'au bout d'un moment, j'ai eu une grosse phase, j'ai dit maintenant je pars, je quitte cette vie, je veux autre chose. Voilà, ça c'était dans ma tête. Et donc ma présidente m'a appelé un jour et m'a dit il faut qu'on se voit. Avant que tu partes 9 semaines d'été, tu passes chez moi. Voilà. Donc moi je me doutais peut-être de ce qui allait se passer ou pas. Et donc elle m'a dit voilà, je suis amoureuse de toi. Il me faut une décision, je peux plus continuer comme ça, à penser à toi tout le temps, voilà. Donc il faut que tu te positionnes. Voilà, c'est parti. Et vous aviez pas imaginé qu'elle était amoureuse Si, parce que moi donc vous n'étiez pas courageux. Elle était jolie. Non, mais bien sûr, oui, mais j'étais marié. Vous étiez encore marié quand oui, d'accord. Marié. Moi, je croyais que vous aviez divorcé. D'accord. Non, j'étais encore marié, donc. Ok, pardon. Voilà. Et donc j'y suis allé parce que là, j'étais plus ou moins un peu déjà séparé dans ma tête. Donc j'étais au rendez-vous chez elle. Donc elle m'a développé ses sentiments. Et j'étais un peu... Je savais pas trop quoi faire, donc on s'est fait une bise pour partir. Je suis monté de mon centre de vacances et je l'ai appelé le samedi matin, donc là c'était le vendredi. Le samedi matin, je l'ai appelé, j'ai dit écoute, monte, viens passer 2 jours avec moi. Et là, elle est montée. Et quand elle est arrivée, on s'est fait un baiser, voilà, sur le parking. Tout de suite, voilà. On dirait des enfants. Des ados, total. Des ados. Total. Oh là là, la timidité et tout ça. Oui, parce que... on reste très propre, hein, très propre. Oui, mais on passait le pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'était... Voilà, quoi. Et là, on vit ensemble, maintenant. Là, vous vivez ensemble. Donc c'est pour elle que vous avez divorcé, si je comprends bien. Alors... Grâce à elle, en tout cas. Oui et non, parce que oui, elle m'a aidé, je l'ai aidé aussi à divorcer. Vous voyez, on s'est vraiment suivi toute notre vie, en fait. Et puis après, on savait qu'on était amoureux l'un de l'autre. Et puis c'est génial, quoi. Voilà. Donc il faut et le courage de partir d'abord. Quand on a des enfants, c'est pas simple. Et puis après, on est bien ensemble et c'est super. Mais vous voyez, Raphaël, finalement, si on fait le bilan de tout ce qu'on a entendu depuis 14 heures, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de solution. Chacun va faire comme il peut en fonction de lui-même. Parce que bien sûr que quand on a des enfants en bas âge, c'est compliqué. Moi, j'ai pas. Enfin, je crois vraiment pas qu'il y a une définition du courage en amour. Moi, je l'ai pas. Oui, mais comme vous avez dit tout à l'heure, que quand on prend la décision, on se dit maintenant, je veux plus cette vie-là. C'est pas normal qu'on ait une vie comme ça. Voilà.
on n'a qu'une vie en fait aussi. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il faut se dire, ça va pas, je change, même si on n'a pas d'argent, même si mais au moins la liberté, ça n'a pas de prix. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment le courage de changer. Oui, mais la liberté, ça inclut beaucoup de responsabilités. Bien sûr. Et la responsabilité, ça veut dire qu'il faut être capable d'assumer peut-être sa culpabilité, le regard des autres. C'est pas si simple non plus d'être responsable. Vous savez, on entend partout la liberté. La liberté, elle a quand même un prix. Et je pense que dans le domaine amoureux, le prix est parfois cher payé. On l'a vu notamment avec le témoignage de Julie tout à l'heure, qui a divorcé et qui pendant quelques années s'est englué dans sa culpabilité, qui lui a fait avoir même un accident de voiture. Enfin, non, c'est pas si simple. Oui, après c'est le mental nous, en étant sportif, on se dit il faut quand même oui, moi j'ai qu'une vie et maintenant je regrette vraiment pas d'avoir divorcé, d'avoir une grosse douleur, parce que quand on divorce, c'est une grosse douleur quoi qu'il arrive au bout de temps. Mais voilà, maintenant on est bien, on parle de tout. Oui, mais vous en plus, Raphaël, vous avez divorcé, mais avec quand même la cerise sur le gâteau à la sortie. Oui, il y avait un gain. Vous voyez, vous aviez un gain immédiat. Oui, non, parce que moi je me suis dit, au bout de 20 ans, j'ai dit j'en ai marre, 20 ans, je pouvais pas faire ce que je voulais, je suis prof de tennis, je vois des élèves de partout autour de moi, je veux plus voir de femmes, vous voyez ce que je veux dire avant. Bon, ça je pense que je me cachais derrière ça, parce que j'étais amoureux de ma présidente. Mais vous voyez, il y a eu un moment où j'ai eu ça, en disant, il faut que je passe à autre chose, et puis non, finalement, c'était très bien comme ça. Vous comprenez ? Donc c'est surtout elle qui a été courageuse. Ah, tout à fait. Voilà. Ah, tout à fait. Elle a eu, parce qu'elle voulait avoir une réponse, vous voyez, avoir une décision. Elle aurait dit, tu m'avais dit non, j'aurais passé à autre chose, mais au moins j'étais... Enfin, c'est pas sûr, parce qu'elle a attendu 10 ans, donc ça veut aussi dire qu'elle était un peu prise dans son sentiment amoureux pour vous. Oui, mais quand elle m'appelle, c'était pour, vous voyez, clarifier les choses ou pas. Comment ça ? Vous voyez, elle a quand même appelé, elle me dit, il faut que Oui, elle voulait savoir s'il y avait un espoir. Bien sûr. S'il y avait un espoir ou rien. D'accord, ok. Ah oui, c'est complexe. Mais ça, je crois que c'est quand même un conseil qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez des vues, entre guillemets, sur quelqu'un, c'est pas mal quand même d'avoir le courage de faire un appel du pied pour savoir si ça vaut le coup d'espérer ou s'il faut... Parce que sinon, on reste avec cette personne dans la tête et ça nous empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, et à l'inverse, alors Brigitte, on pourrait aussi donner un conseil à nos auditeurs que si quelqu'un vous déclare sa flamme et que vous, ce n'est pas réciproque, ayez l'honnêteté de lui dire. Le courage, l'honnêteté de lui dire. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens, comme il y a eu le témoignage plutôt de Léa qui était très parlant. Absolument. Respecter les gens, c'est aussi leur accorder une vérité et certains courages nous permettent de valider notre intégrité. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un manque de courage aujourd'hui, le fameux ghosting dont on parle beaucoup. C'est affreux, c'est quand même invraisemblable. Et quand on quitte quelqu'un, avoir le courage aussi de lui expliquer pourquoi on le quitte, c'est un peu de courage aussi. Le ghosting, ça en dit vraiment plus sur celui qui l'exerce que sur celui qui le subit. C'est d'une médiocrité terrible. C'est vrai. Mais là, vous voyez, j'ai eu le courage de vous appeler pour vous raconter tout ça. Elle va être super fière de moi, je suis sûr. Nous aussi, on est fiers de vous. Et en plus, vous êtes blagueur. Vous mettez une belle bonne humeur en fin d'émission avec ce message d'espoir. Donc, merci à vous, Raphaël. Ça fait plaisir. Merci à vous pour vos émissions. Vraiment, on vous écoute tout le temps. L'actualité a changé totalement. Enfin, c'est vraiment super génial. En plus, vous avez gagné une belle sexualité. Elle est plus trop propre, ça y est. ça va. Vos conseils nous aident bien et vos émissions nous aident bien. Puis on a 56 ans aussi maintenant, donc oui, on a une expérience. Il faut plus perdre de temps. Exactement. Raphaël, donc, vous avez encore quelques bonnes années d'érection, il faut en profiter. Parce qu'après, ça va baisser. Oui, c'est vous qui dites ça, c'est vrai. Non, mais je plaisante. Je plaisante. Cela dit, ça me fait penser que c'est jeudi qu'on va aborder ce sujet de l'homme qui vieillit, parce qu'on parle toujours de la ménopause, de la femme qui vieillit, etc. L'andropause est aussi un sujet. C'est un vrai sujet. Ça vous concerne pas encore, Raphaël. On est en plein dedans. Non, ça va. 56 ans, vous êtes... Ma chérie, à la ménopause, là, vous voyez, là, ça fait 1 an. Et c'est pas simple, c'est d'autres problèmes. Voilà. Eh oui, c'est des étapes de vie, mais c'est... Mais ça veut dire qu'elle est en vie et non pas morte. Tout à fait. Si on positive.
C'est une belle manière de positiver. C'est toujours mieux que de jouer avec les osselets, ça c'est sûr. Absolument. En tout cas, merci de votre humour, Raphaël, et merci de ce témoignage positif pour conclure cette émission. Ah oui. Est-ce qu'on en déduirait que les femmes ont plus de courage que les hommes ? J'irai pas jusque-là, Brigitte, mais pourquoi pas ? Moi non plus. Pourquoi pas ? Mais ce que ça nous dit surtout, c'est qu'encore une fois, il y a un vrai dialogue entre ce que l'on risque de perdre, notre identité, et ce que l'on peut encore supporter, endurer. Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution sans courage. Voilà. Mais c'est un risque aussi. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, Samuel, pour cette belle émission. Infiniment. Merci vraiment. Notre gagnant, c'est Émile, qui habite Alès. Ça, c'est pour faire plaisir à Jérémy, parce qu'après, il me fait les gros yeux quand j'oublie de donner le gagnant. Voilà, ça, c'est pour lui. C'est lui aussi qui souvent vous appelle ou vous prend au téléphone quand vous nous appelez. Demain, il faudra sans doute aussi beaucoup de courage. C'est un sujet difficile qu'on va aborder avec Fouzia Taouzari. Elle est psychologue, psychanalyste d'origine marocaine, et on va se poser la question: comment être une femme libre lorsqu'on est d'une culture différente, et est-ce que le voile, justement, c'est une atteinte à la liberté des femmes ou pas? C'est un sujet un peu brûlant, mais je crois que c'est bien aussi qu'on puisse en parler dans Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé dans les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table aujourd'hui, Françoise de Goavre, est-ce que la France insoumise va payer dans les urnes la mort de Quentin ? Vous allez voir qu'LFI va payer.